personne pourra critiquer le fait que Gérard Depardieu s'est défendu, a eu la possibilité de se défendre et de faire valoir tous les arguments qui étaient les siens. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le premier jour, puisque vous parlez par exemple du comportement, mais je n'ai pas été, moi, pleurnicher à droite ou à gauche, euh, le comportement de mes contradicteurs. À partir du moment où j'ai soulevé des conclusions de nullité et de demande d'acte, la réponse a été que j'étais grossier, ridicule et surtout que ça leur donnait envie de me mettre des tartes. Je ne leur avais même pas adressé la parole. On est le premier jour. Les deuxièmes, là, ce que vous prenez, hystérique, ça, vous extrayez des propos qui sont tenus le troisième et le quatrième jour. Donc les premières agressions, qui plus est physiques, menaces physiques, c'est elles qui les ont portées. La deuxième chose, qui est très importante, et c'est ce que vous venez de dire, c'est que à partir à la fin du deuxième jour, quand le dossier s'est effondré, puisque tous les témoins à charge, on a vu que c'était tout sauf des témoins à charge, plus nos témoins, plus le fait que l'ensemble des parties civiles, les deux plaignantes, refusaient systématiquement les demandes d'actes, c'est-à-dire les investigations qui auraient permis la manifestation de la vérité. Elles refusaient d'être confrontées aux témoins qui ne connaissaient ni Depardieu ni elle, qu'elle ne connaissait pas, à une reconstitution, à un déplacement sur les lieux ou même à une expertise médicale pour démontrer que ce qu'elle affirmait que Depardieu avait fait était physiquement impossible, à savoir marcher 160 mètres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où elles ont vu que le dossier se fissurait, puis s'effondrait, elles ont commencé à s'en prendre à moi. Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Je suis avocat. Elles ont des relais médiatiques exceptionnels. Donc, tout de suite, ça a été, dans un premier jour dilatoire, deuxième agressif, troisième misogyne. Pour essayer de me neutraliser. Moi, vous savez, je pense que ça fait partie des fonctions d'avocat que d'être seul contre tous et de croiser le fer contre les uns et les autres. Mais ce qui était intéressant, et c'est ce que j'ai plaidé devant le tribunal, je leur ai dit, vous voyez, aujourd'hui, c'est moi la cible, parce qu'on se défend. C'est le premier procès MeToo où on assume de qualifier de mensongères et donc de menteuses les personnes qui portent des accusations infondées contre vous. C'est la même chose dans Outreau. Hein. Vous savez, au début, c'était la même chose. On disait, mais comment Éric Dupond-Moretti peut traiter de la sorte des enfants qui ont été victimes de si graves accusations? Mais il disait, mais ce qu'il raconte ces enfants sur telle ou telle personne, c'est faux. Donc oui, c'est violent, c'est très violent. Mais ce que je disais au juge, c'est que une fois qu'on a fait le travail de déconstruction de l'accusation, j'ai dit, moi, ils m'ont attaqué. Mais bientôt, la prochaine étape, c'est vous. Parce que ces gens-là, cette espèce de mouvement extrémiste, je ne parle pas de MeToo, mais ceux qui sont cette espèce de fer de lance, là qu'on voit, ils manifestent devant le tribunal avant la moindre condamnation. Ils mettent une pression très forte, ils critiquent les avocats, ils publient les photos sur Twitter, etc. Ces gens-là n'acceptent pas l'idée d'avoir un contradicteur, n'acceptent pas l'idée qu'on puisse défendre. Ces gens-là, pour eux, l'avocat, c'est comme sous Staline. Il y avait des avocats sous Staline pour la défense. Ce sont des personnes qui doivent accompagner l'accusation. Et si vous contestez, on sanctionne. Et j'ai donné 2 exemples. Alors vous avez même reproché la victimisation secondaire, c'est-à-dire vous retourniez le truc. Allez. Et c'était la double peine pour les plaignants. Se défendre, victime une première fois et victime ensuite deuxième fois de la part de l'avocat. Elles vont surtout être victimes de leurs mensonges. Et quand ça va être écrit, là, elles vont comprendre. Je donne 2 exemples. Pour elles, les avocats, l'avocat idéal, comment il faut être quand on est accusé dans MeToo, c'est être l'avocat de Ceausescu. Ceausescu, quand il a été jugé en même pas 2 heures, voilà, dictateur roumain destitué, quand il a été jugé dans le cadre de cette révolution, il a été jugé en moins de 2 heures. Et son avocat, sa défense, c'était « mon client est coupable, il mérite la mort, je peux partir ». Parce qu'il avait tellement peur de pouvoir défendre normalement Ceausescu qu'il se dit « on va considérer que je suis complice de ce dernier ». Deuxième exemple plus récent et plus terrible encore, beaucoup plus terrible. C'est de l'autre côté de l'Oural. Vous avez un homme qui a été condamné, je ne connais pas le dossier, mais je pense que la procédure n'est pas des plus irrégulières et que le fond peut être critiquable, qui a été condamné et qui est mort en prison, et on peut considérer que c'est limite une peine de mort qu'il a subie, c'est Navalny. On voit tout ce qui est Navalny. Oui. Et j'ai plaidé ce dossier-là, alors qu'on sait tous également, avec l'accord bien sûr de Gérard Depardieu, on sait tous qu'il est également russe. Navalny, vous voyez, il a été défendu par 4 avocats qui ont fait ce qu'ils ont pu, et avec beaucoup de courage et beaucoup de brio, avec les règles qui sont applicables là-bas. Donc, dans le procès de Navalny, les règles, elles sont quand même assez limitées. Vous savez où ils sont, les avocats de Navalny, aujourd'hui? Ils sont tous en prison.
Parce qu'on a considéré que le fait de contester et le fait de pouvoir se défendre, c'est déjà être complice. Et là, et justement, je ne suis pas en prison, bien évidemment, je ne compare pas la France et la Russie. Mais ce que je veux dire, c'est le raisonnement. C'est-à-dire que c'est des avocates qui, sur 40 minutes, laisse-moi finir, sur 40 minutes, ont plaidé 35 minutes sur moi, et les phrases qui ont été reprises par Quotidien, par cet avou, c'est un agresseur défendu par un agresseur. Donc, c'est exactement la même logique qu'en Russie. C'est un terroriste défendu par un terroriste, un corrompu défendu par un corrompu, etc. Et je vous ai dit, et je termine juste là-dessus, j'en ai pour 1 minute. J'ai dit, vous savez, moi, c'est mon métier, ça fait partie de mon métier. Moi, je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour défendre, peu importe si ça déplaît et si je déplais. Mais la prochaine cible, c'est vous. Et moi, vraiment, je le pense. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Il y a cette tribune. Elle ne vise pas moi, la tribune. Elle vise les juges. La tribune, elle vise les juges et les membres du Conseil de l'ordre en disant « Mais comment vous pouvez laisser la parole à cet avocat en extrayant 3 propos totalement sortis du contexte ?» Mais ça sous-entend quoi? Ils préparent le terrain que dans l'hypothèse où nous sommes relaxés, où Gérard Depardieu est relaxé, ils vont dire « Mais c'est normal, il a été jugé par un tribunal complètement sexiste. » C'est la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris. C'est la chambre la plus sévère de France en matière d'agression sexuelle. C'est celle qui a condamné Nicolas Bedos à 6 mois de prison ferme avec exécution provisoire. Pour du client. Mais non, parce que je considère qu'il il est complètement extérieur au fait. Mais on ne peut pas soupçonner cette composition, cette chambre, de la moindre complaisance, indulgence à l'égard de l'agression sexuelle. Maître Assous, vous êtes avocat, ce qui vous autorise la mauvaise foi. Par contre, ça ne vous autorise pas l'indélicatesse. Quand vous avez prêté serment, vous vous êtes engagé à un principe qui s'appelle le principe de délicatesse, qui impose à tous les avocats tact, retenue, respect et prudence. On ne peut pas dire que vous soyez, vous incarniez aucun de ces mots. Est-ce que vous n'avez pas peur, avec vos stratégies de mettre le feu plus fort que tout le monde dans la salle pour provoquer, aller plus loin qu'un jour, vous soyez vous sanctionné en tant qu'avocat? Parce que c'est bien de protéger vos clients. On voit que vous êtes très engagé dans leur défense. Mais il va falloir vous protéger, vous, à un moment. Alors, vous savez... Est-ce que vous avez un bon avocat? Ma meilleure protection, c'est la déontologie. C'est-à-dire que si vous respectez la déontologie, vous respectez la loi. Et là, ce que vous ignoriez peut-être, c'est qu'à cette audience, il y avait un représentant du Conseil de l'ordre de Paris en permanence. Et ce représentant, à chaque fois, était saisi par mes contradictrices. Et à chaque fois, il leur a dit « Mais Assous n'a commis aucune faute. Au contraire, il fait son travail et il le fait plutôt bien. Donc arrêtez de vous plaindre. Ce qu'il fait, il en a parfaitement le droit. Et donc, heureusement qu'on a encore le droit. Et je vous rappelle que ce n'est ni vous, journaliste ou chroniqueuse, ni 3 ou 4 avocats qu'on ne connaît pas d'ailleurs dans le monde, qui avaient le pouvoir... 200, je crois. 200, oui. J'en connais aucun à part William Bourdon qui signerait une pétition pour dire que l'eau, ça mouille. Donc vraiment, ça n'a pas beaucoup d'imporance. En tout cas, ils n'étaient pas 3 ou 4, ils étaient 200. On a vu que la mauvaise foi, c'était votre méthode. C'était un petit pic. Je sais qu'il y en a 200, enfin, je ne les ai pas comptés, j'ai autre chose à faire. Maintenant, la police de l'audience appartient au président du tribunal. Et là, il y avait, j'ai de la chance, on a tous eu beaucoup de chance, il y avait un représentant du Conseil d'ordre, dont, puisque ce n'était pas tous les jours le même, dont des femmes. Et aucune a trouvé à redire à la manière dont j'ai géré le dossier. Par contre, ils ont considéré qu'il était inadmissible et m'ont invité à saisir le bâtonnier que le premier jour, je puisse être menacé de violence physique. Et j'ai dit, écoutez, non, j'entends pas pour l'instant le faire.